Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Dans cette émission, on reviendra sur les nombreux événements qui ont ponctué ce long week-end, avec notamment les commémorations du 11 novembre. On reviendra aussi sur l'actualité sportive, ce sera tout à l'heure avec David dans Plus de Sport. Sandrine fait elle la pluie et le beau temps, coucou. Coucou. Côté météo, les gants et écharpes, c'est à prévoir, c'est ça ? Vu les températures, c'est vivement conseillé. Ouais. Bon, tu nous en diras plus dans quelques minutes. Le week-end a très mal commencé à Binin. Un incendie s'est déclaré dans une exploitation agricole. Morane Grandcola est sur place ce matin pour faire le point sur la situation. Morane, bonjour. Salut Julia, bonjour à tous. Ce hangar de la ferme Alkirch, ou plutôt ce qu'il en reste, fume toujours. Fais-nous un résumé de la situation ce matin. Alors, comme tu peux le voir, je me trouve à proximité du hangar qui est parti en fumée ce week-end. Comme vous pouvez le voir, il ne reste rien que la structure métallique qui menace légèrement de s'effondrer. La fumée est encore bien présente. On peut même voir de petites braises à certains endroits. Les pompiers ont affirmé que cela fumera encore un bon bout de temps. L'agriculteur, M. Denis Goulon, est sous le choc. L'impact émotionnel est fort. C'est dur, nous dit-il. Il a perdu une quinzaine de bovins et tout son fourrage pour l'hiver. Vous verrez l'ampleur des dégâts en images tout à l'heure. Je reviens vers toi un peu plus tard. Merci Morane et puis merci à Thibaut qui est avec toi depuis ce matin. On revient donc vers vous dans quelques instants. On fait d'abord un tour d'horizon de l'actu du jour. Des activités pour tous les goûts, c'est à Airtrix, chez Best. C'est la performance des interclubs de ce week-end. La nageuse sarregueminoise Camille Doba a battu le record du Grand Est en 200 mètres brasse. Le nouveau temps établi est de 2 minutes 23 secondes et 59 centièmes. À un mois des championnats d'Europe à Glasgow, c'est prometteur. Parole de son entraîneur Gilles Catani. Il peut aussi se réjouir de la 2e place du cercle nautique de Sarreguemines dans ses interclubs, aussi bien pour les nageuses que pour les nageurs. Le foyer culturel de Sarreguemines a soufflé ses 50 bougies. De nombreuses activités sont proposées aux enfants, aux adolescents et aux adultes. Elles ont permis l'inscription d'1 millier d'adhérents l'an dernier. Des expositions et des spectacles sont aussi organisés et ont attiré quelques 2000 visiteurs l'année dernière. En cadeau d'anniversaire, un spectacle concocté par les participants de différents ateliers et des portes ouvertes. Et en guise de bougie d'anniversaire, un pommier a été planté dans le patio. Incendie à la ferme. Le feu a ravagé un bâtiment d'une exploitation agricole à Binin. 15 veaux ont péri dans les flammes et plus de 240 roundballers sont partis en fumée. Il ne reste plus rien du hangar agricole. L'origine du sinistre est inexpliquée pour le moment. L'incendie s'est déclaré vendredi après-midi. Les Falcons, c'est fini. Après 56 ans de rock'n'roll, le groupe emblématique du secteur a donné son ultime concert samedi soir sur la scène de l'hôtel de ville de Sarreguemines. C'était le club de fin de sa tournée d'adieu. Roulez malin, prenez les transports en commun avec Cabus. Et Sandrine vous détaille maintenant les prévisions météo pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Pour demain, des averses éparses vont tomber tout au long de la journée sous un ciel bien nuageux. Le ciel va se découvrir seulement à partir du début de soirée. Côté température, les minimales sont fraîches avec de 0 à 2 degrés seulement et les maximales resteront sous le seuil des 10 degrés, alors couvrez-vous bien. Demain, nous serons le mercredi 13 novembre, nous fêtons les Brisses. Le soleil nous accompagnera de 7h38 à 16h53. Et la grisaille était déjà présente hier et ce week-end, comme vous pouvez le voir sur ces photos de la commémoration de l'armistice à Anchambert. Un grand merci à Laurent pour ces photos et si vous aussi vous voulez nous en envoyer, écrivez-nous par mail à cette adresse ou sur notre page Facebook.
Un impressionnant incendie a ravagé vendredi une partie de la ferme d'Altkirch située sur le banc de la commune de Binin. Une quinzaine de veaux ont péri dans l'incendie. Toute la récolte de fourrage, la paille ainsi que l'ensilage sont perdus. Pour l'instant, la cause n'est pas déterminée. L'assureur était sur place. La solidarité et l'entraide vont devoir s'organiser pour aider l'exploitant à nourrir le restant de ses bêtes durant l'hiver. Reportage réalisé vendredi soir par Francis Hoffman. C'était un départ de feu de hangar avec du fourrage à l'intérieur et des bêtes. Le propriétaire n'a pas réussi à sortir toutes les bêtes, donc il y a une quinzaine, une vingtaine de bêtes qui ont péri dans l'incendie. Il n'y avait aucun produit dangereux dedans. Donc on a fait une sauvegarde de la partie fourrage sur le côté droit à notre arrivée. Et on attendait les engins suivants pour pouvoir faire une pérennité sur l'eau afin d'alimenter l'ensemble des engins. La grosse phase incendie a été maîtrisée. Là on est en phase de mouillage de l'ensemble de la paille et du fourrage qui est à l'intérieur. Et on va encore laisser des hommes sur place parce que c'est une opération de longue durée. Quand même un incendie d'une ampleur assez exceptionnelle, c'est un gros sinistre pour un assureur et c'est surtout un sinistre important pour notre client, l'exploitant, parce qu'on a ici le hangar qui conservait le fourrage qui est entièrement détruit. Fourrage, ça veut dire nourriture pour les animaux, donc bien sûr les animaux heureusement n'ont pas été touchés ou très peu, quelques bêtes qui ont été asphyxiées dans l'incendie, mais le problème maintenant ça va être de trouver du fourrage pour les animaux qui restent, qui est la grosse partie du cheptel. Le fourrage est rare cette année puisque il y a eu une période de sécheresse comme tout le monde le sait, donc rare avec des valeurs nutritives un peu faibles. Donc ça va être compliqué, mais en tout cas, nous assureurs, on va faire tout ce qu'il faut, je vais faire tout ce qu'il faut pour que très rapidement le client puisse déjà toucher un acompte, pour qu'il puisse aller faire des achats parce qu'il n'a plus rien pour nourrir ses bêtes. Et puis faire le plus rapidement possible pour déblayer, qu'ils puissent reconstruire. Plus de 3 jours après le sinistre, où en est-on à la ferme d'Altkirch? Morane Grandcola et Thibaut Desmerlet font le point dans ce reportage réalisé ce matin. Je suis partie seulement 30 minutes. Quand je suis revenue, le feu m'avait tout pris. Ce sont les paroles de Denis Goulon, agriculteur de la ferme Altkirch. Vendredi vers 16h, un incendie s'est déclaré dans son hangar à fourrage. Il perd une quinzaine de bêtes, dont des veaux, et toute sa réserve de minéraux et de foin qu'il avait investi pour cet hiver. 10 000 € au total, il ne reste rien. Les dégâts sont importants et ils ne s'arrêtent pas seulement là. La fumée encore épaisse a investi toute l'exploitation, ce qui empêche les bêtes de se rendre à la traite. Les bêtes ne veulent plus y entrer, nous dit l'agriculteur. Il perd du temps à tirer le lait, 2h30 à la place d'1h20. Psychologiquement, c'est très dur. Malgré des dégâts matériels, il était attaché à ses bêtes et regrette de n'avoir rien pu faire. L'origine du feu est toujours inconnue, on ne peut pas déterminer avec exactitude ce qu'il s'est passé. Le temps était humide, froid, la thèse de fermentation du fourrage est alors écartée. Les gendarmes de Rohrbach-les-Bitches ont ouvert une enquête. Et on retrouve Morane en direct, elle est toujours à la ferme d'Altkirch à Binin. Vu son état émotionnel, Denis Goulon n'a pas souhaité s'exprimer en direct sur ce drame. Morane, je suppose que la détresse est palpable ? Bien oui, Julia, la détresse est palpable. Denis Goulon, agriculteur, a vu partir en fumée son hangar à fourrage vendredi soir, impuissant. Ce matin, il n'a pas souhaité communiquer davantage sur la situation, mais nous a tout de même ouvert ses portes pour en discuter hors caméra. Ému et la larme à l'œil, il nous a avoué ne pas fermer l'œil de la nuit. Le récit est glaçant, voir ses bêtes périr sous ses yeux est horrible, nous dit-il. Aujourd'hui encore, l'émotion est très forte et elle le sera encore longtemps. Bien sûr. Et comment ça va se passer pour la suite? Il avait prévu des réserves pour cet hiver, mais il a tout perdu. Alors comment va-t-il faire? Effectivement, Julia, il a tout perdu, mais Denis Goulon ne se laisse pas abattre. Même si la situation est dure, il lui reste 120 bovins à nourrir. Et c'est à ce moment-là que la solidarité s'organise. Depuis le sinistre, plusieurs agriculteurs des exploitations voisines sont venus lui apporter des vivres et de la chaleur humaine, du foin, des minéraux et des sourires. Denis Goulon est bien entouré. Il peut également compter sur le soutien de son assureur qui va tout faire pour arranger la situation dans les plus brefs délais. Au maximum, on peut compter 1 an d'attente entre les expertises, le déblayage, l'enquête, l'estimation et la reconstruction.
Et un an, c'est énorme, donc on se doute bien qu'il a envie d'accélérer les choses. Et l'origine du feu, elle est toujours indéterminée. Il y a un an, à 400 mètres de là, un incendie s'était déclaré chez son voisin, agriculteur. Est-ce que les situations sont semblables, Morane ? Alors non, Julia, les situations ne sont pas semblables. À la ferme d'Alkirch, l'origine du feu est toujours inconnue et extrêmement dure à déterminer. À 400 mètres de là, à l'époque, c'était la fermentation du fourrage en plein mois d'août qui a été le déclencheur de l'incendie. Ici, impossible, nous sommes presque à la mi-novembre, il fait froid, il a beaucoup plu ces derniers temps. Cette thèse est donc écartée. Une expertise a lieu cet après-midi. Pour l'instant, on ne peut pas en dire plus. Mais merci en tout cas Morane pour tes explications et puis merci aussi à Thibaut au cadrage et on souhaite évidemment beaucoup de courage à cet agriculteur. Week-end de recueillement et d'hommage à l'occasion du 11 novembre. Voici des extraits de cérémonies qui se sont déroulées ce week-end. Multiples cérémonies à Sarralbe à l'occasion du 11 novembre. Illustration au cimetière du Commonwealth où a eu lieu un premier moment solennel. En présence d'un haut gradé britannique, délégué par l'ambassade de Grande-Bretagne, il a été rendu hommage à la cinquantaine de soldats issus du Commonwealth tombés durant la Première Guerre mondiale et inhumés à Sarralbe. Les participants, notamment des enfants des écoles primaires de la commune et les musiciens de la musique municipale, se sont ensuite rendus sur la tombe de 4 soldats russes assassinés lâchement par les Allemands, comme le relate l'épitaphe gravée sur leur tombe. En leur mémoire, et pour remercier de sa présence le consul de Russie à Strasbourg, venu participer comme chaque année aux cérémonies, la chorale cantilène a interprété l'hymne russe a cappella. Hommage à l'enfant du village mort pour la France. Le lieutenant Léo Clossé a combattu durant la Seconde Guerre mondiale. Résistant de la première heure, il décède le 2 juin 1948 dans le delta du Mékong. Son corps a été rapatrié et inhumé au cimetière du Val-de-Guéblange en novembre 1949. 70 ans plus tard, à la veille de la commémoration de l'armistice, sa commune a souhaité entretenir sa mémoire, ainsi que celle des autres soldats ayant perdu la vie durant les guerres du XXe siècle. Une plaque commémorative a été dévoilée après une cérémonie donnée dans l'église, en présence de la maire du village, du sous-préfet et de Arnaud Schlippi, délégué général adjoint du président du Souvenir français et contrôleur général des armées. Pour clore cette matinée, une minute de silence a été respectée devant la tombe du lieutenant Léo Clossé. Hier, à Lixin-les-Roulins, l'armistice a également été commémoré en présence de nombreux villageois. La maire Christiane Malik, le maire honoraire de la commune Théodore Hoffmann et la conseillère départementale Evelyne Firtion ont déposé une gerbe au pied du monument aux morts. Un moment de recueillement en mémoire des nombreuses victimes de cette guerre. Les élèves des 2 classes de l'école primaire, accompagnés de leurs enseignantes, ont énoncé les noms des 5 soldats français morts en service extérieur en 2019. Puis ils ont entonné le chant des partisans ainsi que la Marseillaise. En voici un extrait. À nos enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes rugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos campagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Il y a une nouvelle stèle à Bärental, mais cette fois rien à voir avec la guerre, même si elle a été inaugurée le 11 novembre. Image de Morane Grandcola. Édouard Yound était le maire de Bärental de 1959 à 1995. Pour ses 36 ans de bons et loyaux services, la commune a décidé d'inaugurer une stèle commémorative à son nom, juste devant l'Arbre de la Liberté qu'il avait lui-même planté en 1989. Une belle manière d'honorer sa mémoire.
De nombreux événements ont rythmé ce long week-end. Voici le résumé en images. Ce week-end s'est déroulée la 19e édition du Salon de la gastronomie et des arts de la table au complexe sportif et culturel François Mitterrand de Sarralbe. La ville organisatrice a accueilli samedi et dimanche une quarantaine d'exposants. 4 personnalités étaient présentes pour animer les démonstrations: Franck Kestener, Thierry Millet, Thierry Hommel et le ranch des Bisons. Le monde était au rendez-vous, on s'en lèche les babines. Du bout des doigts, ces œuvres ont été conçues par des malvoyants. Impossible à imaginer cela quand on entre dans la salle d'exposition du Moulin de la Blise à Sarreguemines. Ils les ont créées grâce à un partenariat entre l'association auxiliaire des aveugles, la médiathèque et les musées de Sarreguemines. 10 malvoyants et non-voyants ont participé à des ateliers avec le céramiste du musée. L'exposition qui a été inaugurée ce week-end avec leurs 67 œuvres est un aboutissement et une grande visibilité. C'est aussi un beau pied de nez au handicap. Du bout des doigts est installé jusqu'au 19 janvier au Moulin de la Blise. Dans le cadre de Moselle Jeunesse, le conseil départemental junior a organisé samedi après-midi à Rohrbach son premier Café Clutch. Le but, créer un réseau de jeunes talents engagés et impliqués sur le territoire de Sarreguemines Beach. Au programme, chant, rap, initiation au tir laser, manœuvre des jeunes sapeurs-pompiers, animation de street art et la présentation d'une web radio et d'une web télé de jeunes reporters. L'événement a été un succès. Le territoire qualifié de trop mort par les jeunes bouge enfin. Ils travaillent dur depuis 4 ans. Leurs efforts sont enfin récompensés. Samedi après-midi, à l'occasion du Café Clutch, les jeunes sapeurs-pompiers volontaires de Rohrbach-les-Beach se sont vus remettre leur casque et leur premier galon. En présence des élus et de leurs homologues allemands, ce sont les parents qui ont remis le précieux sésame à leurs enfants. Une première récompense de leur engagement au sein de cette belle carrière. Puis je vais prendre mon doudou. Ensuite, je prendrai mon remède secret et je me coucherai. L'association du foyer culturel, c'est ça, de la diversité, des talents multiples et des activités pour tous les âges. Plusieurs adhérents se sont produits sur scène à l'occasion du 50e anniversaire de l'association. En un demi-siècle, elle a accueilli à Sarreguemines jusqu'à 3 générations d'amateurs de culture et d'échange. Moi, j'ai mis les pieds dans la maison pour la première fois quand j'avais 16 ans, j'en ai 54 aujourd'hui. Ce que j'ai ressenti et ce que je ressens encore, c'est énormément de chaleur humaine, énormément de partage, énormément d'envie d'aller vers les autres et de faire des choses pour les autres ensemble. Et je trouve que ça fait énormément de bien. C'est un lieu à part ici où on peut participer, où on peut s'investir, où on peut se découvrir. Souvenirs, anecdotes et perspectives d'avenir ont animé les discussions dans un esprit de convivialité. Aujourd'hui, le foyer souhaite développer de nouvelles activités autour de l'environnement, du patrimoine ou développer de grands projets avec les Allemands. Et ces danseurs de la Du rock chrétien pour prier autrement. Samedi soir à l'église Sainte-Catherine de Beach, la soirée était animée. Un karaoké a été organisé par la paroisse pour chanter et danser ensemble sur fond de louanges. Un soir pour sortir du noir, c'est le nom qui a été donné à ce premier événement, un succès qui se traduira sans doute par une prochaine édition. Une halle verrière énergique accueillait vendredi soir 2 groupes de métal. Les Alsaciens de Smash It Combo tout d'abord, qui ont fait entendre leur rap métal, puis le groupe toulousain Sidi Larsen qui propose lui plutôt du métal électro. Le public de Meisenthal n'est pas resté le marbre. Ensemble vers un rêve.
reste dans le domaine de la musique. C'est la fin d'une époque. Les Falcons, c'est terminé. Après 56 ans de rock'n'roll, le groupe a donné son ultime concert samedi soir au terme d'une tournée d'adieu en Moselle. Une soirée de fête, comme ils savent si bien le faire. Marie-Morgane Lorenz était dans la salle. Le rock'n'roll. Chacun des membres des Falcons l'a dans le sang, c'est une certitude. Le groupe, créé en 1963, a vu ses musiciens et chanteurs évoluer. Certains sont partis, certains sont revenus, d'autres les ont rejoints après plusieurs décennies, notamment au début des années 2000, qui ont vu la renaissance du groupe. Mais l'amour de la musique et du partage ont toujours été présents. Ils l'ont prouvé encore une fois lors de leur ultime concert donné à l'hôtel de ville de Sarreguemines. Et on est fiers. On est fiers de ce groupe qui, créé en 1963, a perduré avec des hommes différents peut-être, mais pendant plus d'un demi-siècle. J'y ai, dans la version actuelle, beaucoup d'amis, en particulier Olivier. Et nous avions convenu depuis très longtemps que cette dernière soirée aurait lieu à Sarreguemines. C'est dans une ambiance survoltée qu'ils ont clôturé leur tournée d'adieu devant une salle comble. Leurs familles, leurs amis étaient présents, mais également des jeunes, des élèves d'école de musique. Le thème de ce soir, c'est « Transmettons le virus du rock ». Alors il faut se faire vacciner contre la grippe, surtout pour les vieux de notre âge. Mais vous, les jeunes, attrapez ce virus du rock, s'il vous plaît. Vous allez voir, on va essayer de faire tout ce qu'il faut pour. Keep on running du Spencer Davis Go. La transmission, ça a toujours été le credo des Falcons. Leur bonne humeur est également communicative sur scène et avec leur public. Pour moi, c'est un peu l'âme et la passion de la Moselle. Pour moi, je suis sarrois et je connais Olivier depuis longtemps, je connais Falcon depuis longtemps et c'est toujours un plaisir de revenir parce qu'ils sont géniaux. Écoutez, les Falcons, c'est toute ma jeunesse. C'est aussi le renommée en fait, c'est toute une histoire et c'est toute une histoire de la région en fait. Et qu'est-ce que vous pensez de ce concert ? J'adore. C'est donc ensemble, avec leur public, que les Falcons ont gravé leurs empreintes dans le monde du rock'n'roll. Et c'est l'heure de notre question du jour. Sandrine, tu as voulu revenir sur les menus végétariens proposés dans les restaurants scolaires. Oui, depuis le 4 novembre, les restaurants scolaires doivent proposer au moins un menu végétarien par semaine aux élèves. Donc une nouvelle qui a fait évidemment réagir nos internautes. Alors certains de manière très négative, on peut lire par exemple « Oblige-t-on un végétarien à manger de la viande ? Non, alors pourquoi obliger nos enfants à manger végétarien ?» Ou alors « Il est vrai que manger des pseudo-steaks à base de soja qui provient du Brésil, c'est mieux. » Alors, commentaire auquel Delphine répond en disant « L'étroitesse d'esprit de certains est affligeante, donc des raviolis ricotta épinards, des pâtes à la sauce tomate ou un curry de légumes avec du riz, un gratin de pommes de terre avec une salade ou de la ratatouille, c'est de l'extrémisme. Ce sont des plats qui seraient contre nature à donner à nos enfants ?» interroge-t-elle. Et elle ajoute encore « Si je vous propose une mangue, vous serez content. Si je vous l'offre en précisant que c'est vegan, vous n'en voudrez plus. » Alors, Christelle ajoute « Galette de pommes de terre, fromage blanc ou compote de pommes, ça existe depuis toujours. Hier, c'était un repas normal. Aujourd'hui, c'est un repas végétarien. » Et je termine avec le commentaire de Jay. Nous, en ce moment, c'est soupe de légumes. Il n'y a pas plus végétarien. Et avec les températures actuelles, il a vraiment raison. Effectivement. Alors Sandrine, c'est maintenant l'heure de plonger dans le passé. Qu'est-ce que tu nous as déniché comme image d'archive ? Alors aujourd'hui, il est question de carnaval. Alors... je sais, c'est en février, j'en suis consciente, mais le coup d'envoi de ce carnaval, c'est le 11 novembre à 11h11. À Sarreguemines, c'est toujours le lendemain, le 12 novembre, que la société carnavalesque dévoile le programme et présente les couples princiers. Retour en 2007, il y a 12 ans, jour pour jour. Les
flash crépite, les photographes se bousculent pour saisir le premier cliché du nouveau couple princier. Laetitia Niclou et Mathieu Lambin ont tous deux 27 ans, habitent Sarreguemines et forment le couple le plus en vue des fêtes carnavalesques. Le règne de Laetitia et Mathieu a commencé lors d'une cérémonie officielle donnée à l'hôtel de ville de Sarreguemines. Tous deux ont reçu la couronne des mains de l'ancien couple princier. Désormais, ils représentent la ville durant toute la période de carnaval. Et le couple princier de cette année sera présenté ce soir, donc rendez-vous dès demain midi sur Mosaïque Cristal pour découvrir les images et leurs noms. Merci Sandrine. Et il y a des images en revanche qu'on ne va pas tarder à découvrir, sont celles des résultats sportifs de ce long week-end. Bonjour David. Bonjour Julia. De quelle discipline vas-tu nous parler aujourd'hui ? Écoute, la tête d'affiche de notre émission, c'est le tennis de table aujourd'hui, puisque hier il y avait le derby Sarreguemines contre Rohrbach-Bina. On va en parler. Il y aura aussi de la natation, du basket handisport, bien sûr du foot, et on terminera avec du handball. Ok, et on regarde tout ça en détail. Et puis avec les images, tant qu'à faire, voici plus de sport. Je vous laisse donc en compagnie de David. Très bonne journée à tous, à demain. Accompagnement et bons conseils, le Pays de Beach soutient la création d'entreprises. Soyez curieux, découvrez la nouvelle saison culturelle 2019-2020 au Pays de Beach. Au programme, des artistes de renom, des concerts et des spectacles empreints d'humour, de rêve et de magie. Ne manquez pas l'hilarante pièce de théâtre C'est pas du tout ce que tu crois, ce samedi 16 novembre à l'espace Cassin à 20h30. Informations disponibles à l'espace René Cassin de Beach ou sur www.cc-paysdebeach.fr. Nous sommes à Ingwiller. Chaque matin, 5 équipes de Moder Habitat sillonnent le territoire. Leur spécialité, la couverture, le crépissage et l'isolation. Leurs chantiers fleurissent aux 4 coins de la région. Ce succès grandissant est le fruit d'un travail de qualité et d'un choix de produits de grande fiabilité. Le tout est associé à une prestation de conseils pointus sur les aides et subventions potentielles. Couverture, crépissage et isolation, faites confiance à Moder Habitat. Ne cherchez plus, le roi des vins est à Stirin-Wendel. Plus de 2000 références de vins, une large gamme d'épiceries fines et des idées cadeaux pour chaque occasion. Le roi des vins, c'est du choix, des prix et des conseils. Le roi des vins à Stirin-Wendel, où choisir devient un plaisir. Tout le mois de novembre, AVS Médical vous offre jusqu'à 20% de remise sur les matelas confort. Des matelas en mousse à mémoire de forme et équipés d'une housse en bambou qui régule la température du corps. Plusieurs modèles sont disponibles à partir de 379 € seulement. La livraison est offerte. Demandez conseil en magasin. Nos conseillers peuvent aussi se déplacer chez vous. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Problème d'humidité ? Quelle ventilation ? La ventilation ne doit surtout pas être négligée lorsqu'on effectue des travaux d'isolation. En effet, les logements sont de plus en plus étanches à l'air. De ce fait, des problèmes d'humidité peuvent apparaître à tout moment. Pour éliminer la vapeur d'eau que nous produisons à l'intérieur de notre habitation, il existe plusieurs systèmes mécanisés. Optez par exemple pour la VMC Simple Flux. Grâce à des entrées d'air, elle apporte de l'air neuf dans les pièces de vie. Au contraire, son extracteur évacue l'air vicié des pièces humides vers l'extérieur. Encore plus efficace, la VMC Double Flux. Avec son échangeur de chaleur, elle récupère les calories de l'air vicié qui vont préchauffer l'air venant de l'extérieur pour être insufflé dans les pièces de vie. L'économie réalisée est d'environ 7% de la consommation de chauffage. Surtout, pour obtenir des conseils objectifs, gratuits et indépendants sur le choix de votre système de ventilation, prenez contact avec le conseiller énergie de votre territoire, comme moi, avant de commencer les travaux. Faciliter, accompagner et informer pour la rénovation énergétique, rencontrez le conseiller le plus proche de chez vous en consultant le site fer.fr. À bientôt pour de nouvelles infos énergie.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Plus de Sport. La crème de la crème, dimanche à Sarreguemines, ce sont 2 des meilleures équipes de l'arrondissement de Sarreguemines, bien sûr, qui se sont affrontées dans le cadre du championnat de Régional 2 de tennis de table. Un match qui n'avait pas qu'un aspect sportif, tant les joueurs des 2 équipes se connaissent. Voici quelques images de la rencontre filmées par Morane Grandcola et résumées par Thomas Drouin. Sarreguemines contre Rohrbach-Binin, c'est le derby de tennis de table du secteur en 2e division régionale. Il n'y a pas dans l'arrondissement d'équipes jouant à un niveau supérieur. Les joueurs en lice font donc partie de l'élite locale de ce sport. À domicile, Marc Petrazzoller mène ses joueurs face à Jordan Mertz et ses coéquipiers. Les 2 capitaines ont pourtant déjà porté le maillot de l'autre équipe dans leur carrière respective, ce qui ne les empêche pas de reconnaître l'importance sportive de ce match dans cette première partie de saison, à l'instar de l'équipe de Rohrbach-Binin. On a mal démarré, je pense, et c'est un peu compliqué depuis le début de la phase, quoi. Mais là, on espère être reparti et on fait de notre mieux. Les premiers duels sont très serrés car les capitaines ne sont pas les seuls à déjà avoir enfilé les 2 maillots. Difficile de surprendre l'adversaire par un jeu ou une stratégie inconnue. C'est un peu plus compliqué, moi je trouve, par rapport à des équipes qu'on rencontre pas souvent, où c'est vraiment on découvre des nouveaux jeux. Tout le monde se connaît, tout le monde sait comment se jouer, donc là ça se joue vraiment à la tactique, quoi, hein. Plus que vraiment dans les gestes. Tout le monde a les gestes, mais après c'est plus tactique et c'est celui qui est un peu le plus fort dans la tête, je pense, qui réussit à gagner le match. Sur le papier, c'est Rohrbach-Binin qui est le plus fort. Néanmoins, le sport réserve toujours ses surprises et le jeune joueur sarregueminois Mathieu Zouko remporte 2 matchs contre plus fort que lui. Tandis que du côté de Rohrbach-Binin, c'est David Suplon qui réalise aussi un match performance contre un joueur mieux classé. C'est quand même c'est un peu difficile à jouer en fait parce que bon, on se connaît depuis des années, on est des amis, donc c'est difficile vraiment de rester concentré, quoi. On a l'impression que c'est un match amical, quoi. C'est un peu bizarre, quoi. Mais aussi amical que soient les relations entre les joueurs, c'est bien l'aspect sportif qui compte, ce qui donne une succession de matchs à rebondissement, comme le résume Frédéric Chou, la locomotive de l'équipe sarregueminoise. Très tendu, avec des matchs très accrochés, mais bon, comme dit, l'essentiel c'est de se faire plaisir à table et que le meilleur gagne. Et pour cette fois, 2 meilleures équipes, il n'y en a pas eu puisque Sarreguemines et Rohrbach-Binin se sont séparés sur un score d'égalité, 7 partout. Philippe Eichert, le président de l'AS Sarreguemines Tennis de table, est avec nous sur ce plateau. Philippe, bonjour. Bonjour David. Bienvenue à Mosaïque Cristal. Merci de me recevoir. Je vous en prie. Hier, c'était le derby face à Rohrbach-Binin. Est-ce que vous êtes satisfait du résultat ? Oui, on ne peut être que satisfait face à une équipe qui sur le papier était plus forte que nous. Une équipe en plus qu'on connaît très bien. Contre certains de ces joueurs, on joue depuis plus de 20 ans. Enfin, moi, tous les joueurs que j'avais en face, je les ai connus haut comme 3 pommes, 6 ans, 7 ans. Je les ai vus évoluer, grandir. Et je connaissais leur jeu, ils connaissaient mon jeu. Vous aviez anticipé le match nul ou... On savait que ce serait très juste. Les 2 équipes le savaient. On savait que ça se terminerait à 6-8 l'un pour l'autre ou à 7-7. Mais on ne voyait pas autre chose. Finalement, c'est 7-7. Vous-même, vous avez joué. Est-ce que c'était un changement de dernière minute ou vous jouez régulièrement dans l'équipe ? Non, c'est sur les 4 premières journées. Donc c'est la 3e journée où je joue. On a changé au moment de la 2e journée, en fait, suite à un remplacement. Selon vous, est-ce que vous avez réalisé une bonne performance ? Alors, personnellement, oui. Personnellement, moyenne. Personnellement, c'était moyen. Par contre, collectivement, oui, c'était une très belle performance. Et donc, ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'on a un esprit d'équipe dans le club. Et dans cette équipe tout particulièrement, on était là les uns pour les autres. Lorsque l'un était en difficulté, l'autre regardait sur la table à côté et savait qu'il devait gagner. Et on s'est soutenu comme ça toute la rencontre. Et on a tenu au score. C'était à un moment... Rohrbach-Binin avait creusé l'écart et notamment Marc a repris le dessus dans un match qu'il était en train de perdre et puis on est allé surtout chercher un des 2 doubles, donc Frédéric et moi on a pris un double, ce qui n'était pas évident parce que c'est certainement ils ont les 2 doubles les plus performants de tout le groupe, hein. Donc on était très satisfaits, oui. Au-delà du derby, est-ce qu'il y avait un enjeu dans cette rencontre ? Oui, il y a un enjeu parce que notre objectif c'est de monter en GE1
tout simplement. C'est un groupe assez particulier. J'ai eu un Grand Est 1. Grand Est 1, voilà, tout à fait. On affronte des équipes de Lorraine et d'Alsace. Donc c'est un groupe assez particulier, en plus de 30 ans de ping, je n'ai jamais vu ça. On va aborder la 5e journée sur 7 journées de championnat et on est 2 à être premiers ex-aequo et ensuite on a 5 équipes sur les 8 qui sont 3e. Et une équipe qui est condamnée à la fin, Forbach. Mais voilà, rien n'est fait. On est en bonne position, bien sûr, pour monter. Mais par contre, parmi les 3e, on peut très bien avoir parmi ces 3e-là la future équipe qui va monter. Et parmi ces équipes-là, chacune peut encore monter ou descendre. C'est assez particulier comme cas. Alors vous parlez justement de montée-descente. C'est quand même particulier au tennis de table. Il y a des montées-descentes en fait à la mi-saison déjà. Vous allez changer de groupe en deuxième partie de saison. Tout à fait. La saison est découpée en 2 phases où on peut monter et descendre. En général, il y a une équipe qui monte et 2 équipes qui descendent. Donc là, votre objectif, c'est de monter déjà à la mi-saison. Voilà, tout à fait. Et pour la saison entière pour la saison entière, ce sera de se maintenir bien sûr en GE1 parce que ce sera, je veux dire, un niveau encore un peu plus élevé. Voilà, et comme dit, on ne sait jamais. Ça va bien sûr dépendre de la poule, mais on est toujours très positif dans le club, on a toujours de l'ambition. À plus long terme, vous visez le niveau national, un niveau qu'avait connu, un National 3, qu'avait connu le club de Sarreguemines en fait. Il y a 5-6 ans, on était en National 3, donc c'est un objectif, on va dire, à 4-5 ans, de reconstruire une équipe, mais pas seulement une équipe qui est toute une transversalité, qu'on ait une équipe de National certes, mais également des équipes en dessous avec des jeunes. Oui, alors ça a été dit dans le reportage et puis vous l'avez encore souligné, vous vous connaissez en fait avec les joueurs de Rohrbach Bina. Mais comment ça se fait? Racontez-nous. Écoutez, bon déjà, alors avant qu'on fusionne avec l'Alsace, déjà on jouait en gros, quand on joue depuis 30 ans, on a joué quasiment toutes les équipes. Et lorsqu'on joue en plus à proximité, on rencontre plus les équipes qui sont à proximité. Personnellement, j'ai joué pendant longtemps à Piré d'Archin. Il y a 14 ans, je suis revenu sur Sarreguemines, donc j'ai intégré le club de Sarreguemines. Donc je connais bien les joueurs obligatoirement du secteur. Les joueurs en face, le numéro en face, c'est un jeune que j'ai coaché qui était dans mon équipe à Sarreguemines il y a quelques années maintenant, il y a une dizaine d'années. Alors comment c'est d'affronter des gens qu'on connaît comme ça? Alors c'est quand même une compétition officielle. C'est toujours plaisant. Moi, j'adore jouer des gens que j'apprécie. C'est toujours plus plaisant parce qu'on sait que ça va bien se passer, qu'il y aura une bonne ambiance, qu'il y aura toujours du respect, du fair play. C'était le cas hier ? C'était le cas. Ouais, c'était vraiment le cas. Il n'y a jamais eu d'attitude négative parce que voilà, on sait qu'en face, la personne a mérité son match. Non, c'était vraiment une très bonne ambiance, même si c'était tendu parce qu'il y a une tension. Hein. On se suivait au score. Mais c'était un très beau match. Certains de vos joueurs faisaient partie du club de Rohrbach Bina avant. Finalement, est-ce que Sarreguemines pioche ses talents au Pays de Beach ? Non, non, mais disons que par le passé, alors c'est peut-être plus obligatoirement le cas aujourd'hui, mais par le passé, les jeunes qui voulaient progresser, notamment parce qu'on était au niveau national, les jeunes du Pays de Beach qui voulaient progresser et monter encore d'un cran, venaient s'inscrire au club de Sarreguemines pour franchir de nouveaux caps, parce que dans le Pays de Beach, on était limité à jouer en régional 3, 2 grand maximum. Certains clubs sont remontés en R1, mais pas plus. Hein. D'accord. Ce week-end, vous affrontez Orfelden à l'extérieur. Victoire obligatoire. Comme à chaque match. On part toujours pour gagner. Et comme dit, chaque victoire sera importante. Là, on est obligé de se mettre la pression, mais c'est toujours une bonne pression pour nous. Eh ben, on va suivre ça de près, on espère en tout cas que vous atteindrez vos objectifs. Merci Philippe d'être venu sur le plateau de Mosaïque Cristal. Merci David. Je vous souhaite une bonne continuation. Merci à vous aussi. C'est le rendez-vous du début de saison pour les nageurs. Le championnat interclub. Le cercle nautique a accueilli la compétition du territoire lorrain samedi à Sarreguemines. Retour sur les résultats dans ce reportage de Marie-Morgane Lorenz. De beaux résultats et un record aux interclubs de natation. Camille Daubat du Cercle Nautique de Sarreguemines, qui se prépare pour les championnats d'Europe, a battu son record personnel et le record du Grand Est sur le 200 mètres brasse.
Son temps, 2 minutes et 23 secondes. Elle faisait partie des 40 nageurs sarguminois qui ont tout donné pour obtenir les meilleurs résultats dans ce championnat qui opposait 321 sportifs de 14 clubs de Lorraine pour la poule Est. Chez les messieurs, c'est l'US Toul qui est monté en haut du podium, suivi du Cercle nautique de Sarreguemines en 2e position et du SN Metz en 3e. Chez les dames, c'est le SC Thionville qui remporte la première place, suivi du Cercle nautique de Sarreguemines et du SN Metz. Et bravo à Camille Doba qui a battu son record personnel en 200 mètres brasse avec un temps de 2 minutes 23 secondes et 59 centièmes. Un record personnel mais aussi le record du Grand Est. Comme chaque année, Aurélie Muller a participé au championnat, notamment au relais. L'occasion de prendre des nouvelles de la nageuse. Son challenge, une qualification au JO de Tokyo en bassin de 1500 mètres nage libre. Alors après les désillusions de cet été, vous avez décidé de poursuivre votre rêve olympique, mais avec un nouveau défi, en bassin cette fois, et avec un nouvel entraîneur. Comment s'est fait ce choix? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Le choix a été fait cet été parce que tout simplement j'avais pas envie d'arrêter de nager. J'avais encore envie, j'éprouvais encore du plaisir. Donc, et le truc c'était que je voulais pas subir cette année. Donc j'avais quelques opportunités sur 1500, le temps de qualif est pas très loin, donc je me suis dit pourquoi pas. Et puis du coup je suis partie à Nice parce que tous mes collègues du groupe dans lequel j'étais avec Philippe Lucas se sont qualifiés pour les Jeux. Donc compliqué pour moi de m'entraîner avec des gens qui sont qualifiés aux Jeux et pas moi. Donc on s'est quitté un peu triste, Philippe et moi, mais c'est comme ça, il a très bien compris mon choix et c'est pour ça que je suis allée vers Fabrice. Donc Fabrice Pellerin qui s'entraîne à Nice et qui a le groupe de Nice. Donc voilà, ça fait maintenant 2 mois que je suis là-bas, ça se passe plutôt bien et on verra ce que ça donne. Et du coup, cette fois, vous allez nager en bassin. Qu'est-ce que ça change de l'eau libre? Et est-ce que l'eau libre, ce sera fini pour vous ou vous l'oubliez pas? Non, l'eau libre, c'est pas fini. C'est juste une parenthèse. Voilà, je suis pas qualifiée au jeu. Il faut que je trouve quand même de nouveaux objectifs. Donc non, on se reverra plus tard. Mais après, le bassin, c'est vrai que moi, on a un peu tendance à oublier les détails. Par exemple, le virage, les plongeons, etc. La technique de nage, qu'on a un peu moins besoin en eau libre. Donc ça, il faut que je retrouve. Et puis après, oui, c'est quand même un beau sprint sur 1500. Donc le temps est costaud quand même. Il va falloir faire le temps le matin et être dans les deux premières françaises l'après-midi. Donc il va falloir aussi enchaîner les 2 1500. Donc c'est aussi un beau challenge. Et là, les interclubs de Sarreguemines, donc en bassin, c'est un bon entraînement pour cette qualification? Un entraînement non, parce qu'on est déjà trop tôt. Enfin, après c'est juste pour voir un peu où j'en suis. J'ai repris, ça fait 2 mois, donc voir un peu ce que ça donne avec le travail avec Fabrice, retrouver mon club, et puis partager avec les jeunes, parce que je me fais vieille quand même. Donc partager avec les jeunes qui font partie de l'équipe. Donc non, c'est cool. Les qualifications pour les JO en bassin se dérouleront d'ailleurs au mois d'avril 2020 à Chartres. Bonne chance à Aurélie Muller. Au basket handisport, les matchs se suivent et ne se ressemblent pas pour les Red Dragons. Après avoir gagné leurs 2 derniers matchs de championnat, les basketteurs de Saint-Avold se sont cette fois inclinés lourdement contre hier, 60-91. Résumé de la rencontre dans ce reportage de Guillaume Dumonteil. Ce soir, il n'y avait rien à faire. Alors, hier était très fort ce soir et Saint-Avold n'était pas là, n'était pas présent. Le constat est dur, mais partagé par l'entraîneur naborien à l'issue de la 6e journée du championnat de National A. Une énorme déception. On n'a pas joué au niveau auquel on aspirait, on a donné trop de cadeaux, c'est une catastrophe. C'est un match raté dans les grandes largeurs, on n'a pas défendu, on a tout raté en attaque. Et face à une équipe aussi forte, forcément on n'a eu aucune chance. Très très décevant. L'issue du match est rapidement devenue inéluctable. Les Mosellans en blanc accusaient déjà un retard de 9 points à la fin du premier quart-temps, remporté 24-15 par les visiteurs. À la mi-temps, il y avait même 20 points d'écart après une faute que l'on peut qualifier de bête sur la sirène. Quand le joueur aura réceptionné la balle, voilà. Mi-temps sur le score de 28 à 47. Non, il y a des lancers francs. Alors, l'arbitre estime que c'est Sam Bader, je pense, en plus, qui fait faute.
L'impeccable Nicolas Jouancer convertissait ses 3 lancers francs. À la mi-temps, ce dernier avait déjà marqué à lui seul 27 points, soit juste un de moins que l'ensemble de l'équipe de Saint-Avold. Il terminera le match avec 42 points inscrits. Quelle adresse! Les Red Dragons l'ont peut-être trop regardé shooter. Si tu peux pas gagner, tu essaies au moins de donner une opposition la plus correcte possible et pousser dans leur dernier retranchement. Tu perds de 2-3 possessions en ayant tout donné, tu peux évidemment beaucoup mieux l'accepter. Là, je sais même pas s'ils ont transpiré, quoi. Les Varois continuaient leur promenade de santé en augmentant toujours leur avance au tableau d'affichage. Le score à l'issue du 3e quart était de 66 à 42. Au final, le leader invaincu du championnat remportait cette partie 91 points à 60. Saint-Avold perd trop régulièrement contre cette très performante équipe de hier. Je pense qu'on fait un blocage psychologique par rapport à eux parce que c'est presque chaque fois le même scénario. On est persuadé qu'on va exister, on va faire ci, on va faire ça et on n'arrive à rien faire. Malgré la lourdeur de cette défaite, elle n'est pas préjudiciable au classement pour Saint-Avold. Les Red Dragons sont 2e et provisoirement donc qualifiés pour le Final Four qui se déroulera en fin de saison. Le 23 novembre prochain, ils redresseront certainement la tête à domicile contre Le Canet, actuellement 5e au classement. Du numéro 9. Pour la 5e journée en 4e division départementale, le Basket Club Amba recevait Phalsbourg ce samedi. Malheureusement, c'est une nouvelle défaite pour le club local qui s'est incliné 33 à 62. Même constat chez les filles qui évoluent en 3e division. Samedi, elles affrontaient Schweighouse à domicile. Un match pour la première place. Le résultat final est serré. Le BCH a perdu 65 à 77. En 3e division départementale, le Basket Club du Pays de Beach s'est déplacé à Schirheim et a remporté la victoire 84 à 71, ce qui maintient l'équipe en tête du classement. Victoire également pour le club de Sarreguemines en pré-régional face à Oni, score final 63-42. On passe au foot. Le sport, c'est aussi des moments et des rencontres difficiles, parfois même extrêmement difficiles, comme ce match de samedi. En championnat, le SFC rencontrait l'ES Taon. La défaite est lourde, 9-0, retour en images. Un match très compliqué pour le SFC qui faisait face à l'ES Taon ce samedi. Le résultat final est lourd, 9-0, un véritable cauchemar pour l'équipe. C'est une soirée cauchemar. Une soirée cauchemar dans la mesure où il y a tout qui s'enchaîne. Je pense que pourtant leur temps de match c'était pas mal. Si on mène le score au bout du quart d'heure de jeu, je pense que ça n'aurait pas été volé. Et après il y a tout qui s'enchaîne contre nous. Des erreurs individuelles, une réussite insolente de l'adversaire. Après un penalty litigieux. Voilà, tout s'enchaînait en fait, les blessures, il y a la carte rouge, il y a tout qui s'enchaînait en notre défaveur. J'arrive pas à l'encaisser, là c'est difficile. Parce que on a été très insuffisant individuellement et collectivement à partir du moment où on a encaissé le premier but. Après on a abandonné, quoi. Ça veut dire que c'est ça qui me révolte le plus. C'est ça, quoi. C'est que mentalement on a lâché. Puis l'adversaire qui a une réussite insolente et nous qui avons été insuffisants à partir du moment où on a encaissé le premier but. C'est malheureusement une soirée cauchemardesque. Voilà. On souffre sur le plan de l'effectif. J'ai tellement d'absents que. Et là ce soir ça s'accumule encore un petit peu puisqu'on perd un joueur sur une expulsion, un autre joueur sur blessure. Donc voilà, on a à l'heure actuelle une mauvaise spirale. Mais aujourd'hui, quand on perd 9-0, malheureusement, on ne peut pas dire c'est un enchaînement, c'est un ensemble de choses qui sont notre débat ce soir. C'est des soirées comme ça où tout va mal, tout va dans un sens. Les soirs, c'est ce qui s'est passé. Déjà, il faut penser les plaies, parce que là, je pense qu'on a tous pris une grosse claque dans la figure. Et puis, il va falloir qu'on mette des mots sur des mots et que ce mode de travail, ça va être le plus dur. On regarde les résultats du groupe. Défaite donc 9-0 pour le SFC face à Taon. Metz B a battu Sarre-Union 2-0 à domicile et le match de Strasbourg B face à Saint-Louis-Neuweg a été reporté. Côté classement, l'équipe B du FC Metz prend la tête du groupe avec 19 points. Strasbourg est 4e avec 16 points et Sarre-Union 6e avec 16 points également. Le SFC perd une place et se retrouve 10e avec 12 points et un match en retard. En Régional 2, groupe C, l'US
l'AS Nousvillers-Saint-Nabor est passé devant Amnéville avec 21 points. L'équipe B du SFC est 3e avec 15 points et Arenay-Schmidt-Villers 8e avec 12 points et un match en moins. Ce week-end, c'est match de coupe pour le 4e tour de la Coupe du Grand Est. Bliesbruck affrontera le SFC à domicile samedi. Dans la même compétition, Arenay-Schmidt-Villers se déplacera à Schiltigheim. Ce sera dimanche. On passe maintenant au handball. Formé à l'initiative de jeunes passionnés dans les années 80, le club de handball de Sarreguemines est aujourd'hui en plein essor. N'ayant plus d'équipe senior, le club mise sur ses jeunes, mais aussi sur les initiatives transfrontalières. L'objectif, monter une équipe qui atteindra le niveau du championnat Grand Est. C'est le sport découverte de la semaine et c'est signé Yannick Sur. Au jour d'aujourd'hui, l'accent est mis sur nos jeunes. On est sur l'idée de former une équipe senior de nouveau, mais avec des jeunes créés et on aura vraiment des jeunes du secteur. Comme c'est un sport qui se pratique dans les écoles, dans les collèges, il y a un vivier quelque part. Il faut simplement que ce vivier soit alimenté. L'objectif, c'est quand même de monter une équipe et qu'elle évolue, elle dépasse la départementale, mais qu'elle aille en championnat de Grand Est. Pourquoi ? Parce que dans 2 ans, il y aura la construction de ce gymnase, de ce grand gymnase de la Casque, dans l'ancienne caserne de la gendarmerie. Et là, nous aurons enfin un lieu unique où on pourra jouer. Parce qu'actuellement, nous nous répartissons sur 3, voire 4 gymnases différents, ce qui pose un problème aussi en termes de pérennisation du matériel, des balles, des maillots et tout ça, parce qu'on est obligé de les transporter gauche, droite, droite, gauche, et on ne peut pas. Bon, voilà. Même si la ville nous aide, nos équipes seniors, on n'en a plus, ni femmes, ni hommes. Les hommes, il y en a quelques-uns qui jouent en Allemagne, avec Annweiler, qui est tout proche, avec qui un projet de création de club franco-allemand est en cours. Enfin, ça fait un bout de temps, mais c'est compliqué, étant donné que la Fédération européenne de handball, les statuts ne permettent pas de le faire comme nous on souhaiterait le faire. Donc il y a un projet qui est en route, qui marche, qui fonctionne, pour créer un statut un peu particulier pour des joueurs qui appartiennent à un club, mais qui pourraient jouer dans un autre pays. Merci beaucoup Yannick. C'est déjà la fin de Plus de Sport. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain dès midi pour le 30 minutes. Très belle journée à toutes et à tous.